Vous avez vu combien de dessins animés? Impossible de le savoir tellement il y en avait. Et pourtant, quand on en parle aujourd'hui, on entend toujours les mêmes noms. Alors qu'on a autant été marqué par Angels que par Corneille et Bernie. Donc aujourd'hui, je vous propose de redécouvrir 5 dessins animés qui ont marqué notre enfance. Nous partons voyager dans notre fusée préférée. Là-haut dans le ciel, petit Einstein. S'il y a bien un type de dessin animé qu'on regardait quand on était petit, c'est les dessins animés éducatifs. Que ce soit Adibou, Dora ou Octonauts, c'est avec ce type de série qu'on apprenait l'anglais, la science ou les animaux. Et les petits Einstein se rangent aussi dans cette catégorie. Diffusé sur Disney Junior de 2005 à 2009, ils rivalisaient avec les grands succès de la chaîne tels que Miney et ses outils ou la maison de Mickey. Mais avec les petits Einstein, on apprenait d'une façon originale. L'objectif principal du dessin animé est de nous faire découvrir des œuvres d'art, comme des tableaux ou de la musique classique. La majorité des épisodes tournaient toujours autour d'une œuvre précise. Donc oui, ne vous fiez pas au nom du show, même si Einstein est mentionné dans le titre, on parlera rarement de science. C'est la musique classique qui est l'élément majeur du dessin animé. Chacun de leurs mouvements est synchronisé avec le son, un peu comme dans les vieux Disney des années 60. Même les personnages secondaires parlent en mélodie. Le vaisseau que vous venez de voir, c'est Fusée, et il fait aussi partie des petits Einstein. Sans lui, l'équipe serait incapable de voyager. Mais d'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai même pas présenté l'équipe. Elle est composée de 4 enfants dont chaque prénom est tiré d'un célèbre artiste. June pour la chorégraphe June Taylor, Quincy pour le musicien Quincy Jones, Annie pour la chanteuse de jazz Annie Rossi, et Léo pour le chef d'orchestre Léopold Stokowski. Leurs aventures consistent très souvent à aider et secourir différents personnages ou à récupérer des objets. Et croyez-le ou non, mais ils ont même un ennemi qui n'est rien d'autre qu'un MiG-29. Oui, un avion de chasse a décidé d'empêcher des gamins de 6 ans de s'amuser en musique. Ça reste un dessin animé pour enfants, donc évidemment il ne s'y passe rien de dangereux. Et cet avion de chasse finit même par devenir gentil. D'ailleurs, qui dit dessin animé pour enfants dit discussion. Souvenez-vous, dans les dessins animés éducatifs, on avait l'habitude que les personnages nous parlent directement, soit pour nous apprendre des mots, soit pour nous demander de l'aide. Et bah c'était pareil dans les petits Einstein. Tu veux nous aider à surprendre Fusée? Ils nous demandaient même de taper dans nos mains, de chanter ou de bouger au rythme de la musique. Et c'est pas étonnant car c'est Eric Weiner, le co-créateur de Dora, qui a dirigé le projet. À la base, les petits Einstein ne devaient être qu'un film, mais ça s'est vite transformé en série de 2 saisons. Et heureusement, car même si c'est pour les enfants, on a vraiment eu de bonne musique dans le dessin animé. Surtout le générique anglais qui est inoubliable. Malgré sa diffusion sur Disney Junior et même TF1, il n'est pas non plus le dessin animé éducatif le plus connu. Le public français se rappellera surtout de Dora ou Sid le petit scientifique. Mais laissons ce type de dessin animé de côté pour parler de la boucle infernale. Ils se posent même plus de questions, leur vie est en rediffusion. Ils sont dans la boucle, toujours en boucle. Vous feriez quoi si vous pouviez vivre la même journée en boucle? Luc et Théo, en tout cas, savent exactement comment profiter d'une telle situation. Ils vivent chaque jour le même lundi, et si à première vue ça peut vite sembler redondant, détrompez-vous. Est-ce que vous connaissez l'effet papillon? Aussi appelé la théorie du chaos, ce principe explique que le changement le plus minime peut apporter d'énormes modifications. Le moindre éternuement pourrait être la cause d'une tornade, par exemple. Et ça arrive très souvent dans la boucle. Luc et Théo connaissent leur journée à la minute près. Ils passent donc leur temps à modifier chaque instant. Ça leur permet d'éviter de nombreux problèmes, donc forcément, ils ne vivent jamais la même journée. Ils ont par exemple souvent profité de leurs connaissances pour éviter le harcèlement de Jessie. Chaque début de journée démarre par un cours de sport où Luc et Théo sont la cible de cette brute. Wow, ça doit faire trop mal. Tu crois? Mais la seule fois où ils ont décidé de justement éviter ça, leur journée s'est complètement transformée. Ils ont créé un bug dans la boucle laissant place à une version alternative de Jessie pour les brutaliser. Et chaque fois qu'ils choisiront d'éviter un ballon, ils créeront une nouvelle anomalie. Et ce type de problème, ils le vivent à chaque épisode. Laisser entrer une mouche dans la classe engendrera la transformation de Théo le lendemain. Je vais faire comme si j'avais rien vu. Quand je dis que le moindre truc peut être dangereux, c'est pas pour rien. Mais heureusement, nos deux héros arrivent toujours à réparer les bugs dans la boucle. Principalement grâce à l'intelligence de Théo, qui est plutôt du genre à être attentif en cours ou à lire le maximum de livres. Du coup, ça l'arrange bien d'être dans la boucle. Il a du temps pour développer des projets scientifiques et étudier sa théorie sur les voyages temporels. Mais celui à qui la situation profite le plus, c'est bien Luc. Grâce à la boucle, il peut penser qu'à une chose, s'amuser. Mais chez lui, c'est pas sans risque. S'il y a moyen d'aller se battre contre un dragon, croyez-moi, il le fera. La fin du monde, c'est vraiment pas son problème, car il sait que le lendemain, tout ira mieux. Enfin, pas toujours. Des fois, certaines de ses actions ont des répercussions permanentes dans la boucle. Comme la fois où Barry le vampire est resté humain après avoir sucé le sang de Luc. Oui, il y a des vampires dans la boucle. Et c'est même pas la chose la plus bizarre. Sans Luc, on n'aurait jamais su l'existence des extraterrestres ou des sorcières. Donc avec tous ces événements, ils en ont des choses à vivre. Mais là où il se passe le plus de choses, c'est à l'école. Que ce soit parmi les élèves ou les profs, chaque personnage cache quelque chose de surprenant. Prenez Monsieur Lessard. Il est connu pour être
le pire prof de sport de l'école. Chaque fois qu'il propose aux élèves de participer à un de ses cours, tout le monde refuse. Mais le jour où Luke et Théo ont accepté, ils ont découvert qu'il était champion de badminton grâce à une chose, son bras bionique. Je trouve vraiment que la force du dessin animé, c'est ces petits détails qu'on découvre juste parce que Luke et Théo se sont dit qu'ils allaient faire des choix différents. Mais le problème, c'est qu'à force, certains changements créent des anomalies. Donc ils ont à de nombreuses reprises failli détruire la boucle. La plus grosse est survenue dans le dernier épisode. En renversant le bol de céréales de Théo, Luke réveilla tous les bugs existants depuis le début. Ces céréales sont un élément existentiel de la boucle. Il doit donc obligatoirement en rester au moins une dans la boîte. Mais non seulement Luke les a tous renversés, mais il les a aussi tous mangés. Quand je vous dis que c'est toujours à cause de lui. Ils se lancèrent alors à la recherche d'une nouvelle boîte. Et après avoir traversé des tas de catastrophes, ils ont finalement pu sauver la boucle en apportant une nouvelle boîte de céréales dans le garage de Théo. Les deux amis étaient soulagés et ont pu s'endormir en attendant que la boucle se réinitialise. Enfin, ça c'est ce qu'ils pensaient, parce qu'en réalité les conséquences étaient bien plus graves cette fois. Réveillez-vous, c'est l'heure de se lever. Aujourd'hui, nous sommes mardi 13. Mardi? Et voilà comment la boucle se termine. Malheureusement, le dessin animé n'eut le droit qu'à une saison, et j'avoue que ça reste suffisant vu l'humour absurde qu'on retrouve dedans. Mais beaucoup pensaient qu'une saison 2 mettrait en situation une nouvelle boucle qui se passerait le mardi. Mais si vous aimiez regarder la boucle, vous deviez aussi apprécier Grosse Ben, qui a été fait par le même créateur, Todd Kaufman. Il a même réalisé des épisodes de l'île des défis extrêmes pour Télétoon. Un créateur donc qui a l'habitude de travailler pour des shows à l'humour absurde. Donc je pense qu'il est temps d'explorer d'autres univers avec Atomic Betty. Atomic Betty, je suis épatante. Atomic Betty, une fille épatante. Atomic Betty, la plus grande héroïne de notre enfance. Impossible de la rater puisqu'elle passait sur M6, Télétoon et Gulli. Du coup, je pense que tout le monde se souvient de son histoire. Betty jongle entre son quotidien de collégienne et celui d'héroïne galactique. À chaque mission, elle est accompagnée de Sparky et X5. Mais c'est pas facile pour elle de les diriger, car ces deux-là passent leur temps à se disputer. En même temps, ils possèdent des caractères totalement opposés. Sparky prend tout à la légère et passe son temps à vouloir rire, alors que X5 est sans émotion. Il sait tout ce qu'il y a à savoir sur n'importe quel sujet et les blagues de Sparky l'insupportent plus qu'autre chose. Chacune de leurs missions leur est donnée par l'amiral de Gilles, un poisson rouge en uniforme. Il est celui qui dirige la totalité des gardiens galactiques. Car oui, Betty n'est pas la seule gardienne. On a par exemple pu voir Atomic Roger dans certains épisodes. Mais vous vous en doutez, si le titre c'est Atomic Betty, c'est parce qu'elle est la meilleure dans son domaine. Elle maîtrise les arts martiaux à la perfection et c'est ce qui lui permet de vaincre facilement ses ennemis comme le caméléon ou le docteur cérébral. Mais il y en a un qu'elle n'a jamais pu totalement arrêter. Et c'est Maximus. Il est l'antagoniste principal du show. Son objectif est être le plus grand tyran de l'univers. Mais malheureusement pour lui, il n'est pas très compétent, si ce n'est qu'il arrive toujours à s'échapper. Il est toujours accompagné de Minimus, son sous-fifre aux deux personnalités. Tantôt gentil, tantôt énervé. Dans les deux cas, il exécutera le moindre caprice de Maximus. D'ailleurs, je viens tout juste de faire le rapprochement entre leurs noms. Maximus a aussi à sa disposition une armée de robots, programmée dans l'unique but de vaincre Atomic Betty. Il est prêt à tout pour la battre. Il a même déjà créé des clones d'elle ou essayé de pécho la mère de Sparky pour les piéger. Mais malgré tous ses plans, il n'y arrivera jamais. Franchement, Betty pourrait rester sur Terre très longtemps sans s'inquiéter du danger qu'il représente. Mais là-bas aussi, elle n'a pas la vie tranquille. D'abord, elle doit à tout prix cacher son identité de gardienne galactique. Ce qui n'est pas simple car l'amiral de Gilles peut l'appeler n'importe quand. Et honnêtement, je pense que ça l'arrange. Ça lui permet d'éviter sa mère, qui aimerait que Betty s'intéresse un peu moins à la musique et aux arts martiaux pour être un peu plus féminine. Et si c'est pas sa mère qui la critique, ce sera Pénélope, la fille populaire de l'école. Heureusement, Betty peut compter sur Noah, son meilleur ami. Dans les autres saisons, il est au courant pour la double vie de Betty et l'accompagne même dans ses missions. Et c'est pas le seul personnage à connaître l'identité de Betty. Il y a aussi sa grand-mère qui est une ancienne gardienne galactique. Et oui, sauver la galaxie, c'est une affaire de famille. On la voit avec un costume similaire à Betty, combattant différents ennemis comme sa sœur maléfique ou le père de Maximus. Et oui, l'échec, c'est une affaire de famille. Avec toutes ces histoires, Atomic Betty compte un gigantesque lore raconté dans 3 saisons. Mais à la base, l'histoire n'aurait pas dû s'arrêter là. Un projet appelé Atomic Betty Reduc était prévu pour raconter les histoires d'une Betty adulte protégeant la galaxie. Mais le projet a été abandonné. Néanmoins, on peut voir cette version dans le dernier épisode de la série. Après avoir volé la machine à voyager dans le temps de X5, Maximus se rend en 2013, toujours dans le but de conquérir la galaxie. Donc pour l'empêcher d'y arriver, Betty se rend également dans le futur avec Noah. On découvre un monde ravagé et on comprend que dans ce futur-là, Maximus a réussi son objectif. Heureusement, il y a toujours les gardiens galactiques que Betty rencontre. Et parmi eux se trouve sa version du futur, âgée de 17 ans. Donc techniquement, en 2025, Betty est âgée de 29 ans. Pour arrêter Maximus, Betty décide de réutiliser la machine et de remonter avant même que Maximus ne pense
à la volée. Ce qui est pour une fois un plan intelligent. Mais pourquoi ils l'ont pas fait dès le début? Bon, c'est mieux que rien, parce que je peux vous garantir que certains auraient foutu encore plus de bordel. Qui par exemple? Bah je sais pas, Johnny Test. La puissance plat turbo est prêt à décoller. Il a les cheveux enflammés, regardez-le foncer. Johnny Test, ce dessin animé clairement plagié de Dexter. Du moins c'est les critiques qui le recevaient, car le principe y ressemblait fortement. Si dans Dexter c'est Didi qui embête son frère dans son labo, ici on a Johnny qui fait office de cobaye pour ses deux sœurs, Suzanne et Marie, deux jumelles surdouées qui s'adonnent chaque jour à des expériences scientifiques. Mais pas pour faire avancer la science, mais plutôt pour séduire leur voisin Gilles. Ouais, la sécurité de Johnny c'était pas leur problème. Au moins grâce à ça, Johnny savait qu'il pouvait les manipuler facilement. Il accepte de jouer les cobayes et en échange elle réalise les inventions qu'il a en tête. Et des idées, il en a plein. Ses sœurs ont déjà essayé de refuser les demandes les plus folles, mais Johnny est plus intelligent qu'on ne le pense. On adorerait t'aider, mais on est trop occupés à séduire Gilles. Tu l'auras voulu. Gilles, mes sœurs sont amoureuses de toi. Qu'est-ce que tu veux? En tout cas, à cause de toutes ces expériences, il s'attire toujours des ennuis. Dans chaque épisode, les choses tournent mal, au point parfois de mettre toute la ville en danger. Et si c'est pas lui qui cause des problèmes, ce sera ses ennemis. Il s'en est fait tellement à cause de ses bêtises, et celui qui revient le plus, c'est Bling Bling Boy, un jeune surdoué qui n'a qu'un objectif, conquérir le cœur de Suzanne. Ouais, la famille Test n'a pas la vie facile. Heureusement, à leur côté, ils ont Juki, ce chien qui parle est le meilleur ami de Johnny, et il l'accompagne toujours dans ses bêtises. Mais bien que lui aussi soit parfois irresponsable, il reste tout de même la voix raisonnable du duo. Parfois même plus raisonnable que le père de Johnny. Il est au courant pour toutes les expériences de ses enfants. Mais tant qu'ils ne salissent pas la maison, il s'en fiche. On est sur le même niveau de père que celui de Phineas et Ferb. La force du dessin animé est qu'il est rempli de personnages secondaires. Et ça rend chaque épisode unique. Vous vous souviendrez sûrement de Mr. White et Mr. Black, deux agents de l'armée qui interviennent chaque fois que la famille Test met le pays en danger. Le show a eu un énorme succès dans les années 2000, avec une audience de presque 4 millions de spectateurs par épisode aux États-Unis. Pour un total de 6 saisons, la série a su marquer pour son style graphique, typique des dessins animés canadiens, tout comme Atomic Betty. Et le succès de Johnny Test, on le doit à Scott Fellows, qui est aussi le créateur de Big Time Rush. En 2019, Netflix décide de racheter les droits, puis lance la production d'une série avec une nouvelle direction artistique. En France, c'est sur Cartoon Network, Nickelodeon et Boing qu'on a pu le regarder. Mais je pense que la chaîne où la plupart l'ont découvert, c'est sur Gulli. Tous les classiques de notre enfance étaient sur cette chaîne, tout comme le prochain dessin animé, Shuriken School. Entre les Rats, Zig et Charcot et le Flapacha, je pense qu'on peut remercier Marc Dupont-Avis. La majorité des dessins animés de son studio étaient omniprésents dans notre enfance. C'est en 2006 qu'il sort Shuriken School, ce dessin animé racontant le quotidien d'apprentis ninjas et de leurs professeurs. Là-bas, ils apprennent différentes techniques comme l'art du camouflage, le saut, mais aussi beaucoup de théories. Dans cette classe de ninjas, on suit 3 personnages. Jimmy, un jeune garçon venant de New York qui aime mélanger ses techniques ninja avec ses passions, le skate ou le breakdance. Il est du genre turbulent et farceur, ce qui a tendance à énerver Okuni. Elle, c'est la surdouée du trio. Elle est la plus responsable, mais s'énerve souvent contre les autres. Elle sait tout ce qu'il y a à savoir sur l'art ninja et passe beaucoup de temps à étudier, ce qui fait qu'elle est la meilleure élève de l'école, du moins sur la partie théorique. Car dans ce trio, il reste Taizan. Il est clairement le ninja le plus fort de l'école. C'est souvent grâce à ses compétences que les problèmes sont résolus. Ce qui est plutôt étonnant, car à la base, il devait pas être ninja. Il vient d'une famille d'ouvriers spécialisés dans la préparation de boulettes de riz. Et son père aurait aimé qu'Aizan prenne la relève, mais cette profession le dégoûte un peu trop. Disons que pour lui, les boulettes de riz sont plutôt des outils ninja et non de la nourriture. Elles sont tellement collantes qu'il s'en sert parfois pour grimper les murs. Ces 3-là sont les personnages principaux, mais dans l'école, il y a des tonnes d'élèves possédant leur propre personnalité, comme Emi, Nobunaga ou Pig. Les professeurs apparaissent aussi dans différents épisodes. On retrouve Kubo, le prof de théorie qui a tendance à endormir ses élèves, ou Vladimir, un prof de sport russe. Ouais, franchement, il y a de la diversité dans le dessin animé. Il y a même un Marseillais. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tourner cette roue. L'école est dirigée par le principal sensei, un ninja très petit et très fort, mais il est surtout connu pour son avarice. Il déteste dépenser de l'argent, quitte à laisser l'école dans un piteux état. À cause de lui, l'établissement dispose de très peu de ressources. Et pourtant, ça n'empêche pas la Shuriken School d'être la meilleure école de la ville. Et oui, car il y a aussi Katana, l'école rivale qui regroupe les pires amis d'Aizen et ses amis, à commencer par Naginata, dont l'objectif est de vaincre Aizen. Avec sa bande, il exécute chaque ordre du principal de son école, un homme masqué possédant un poussin diabolique. Malgré leurs plans et leur tricherie, ils n'arrivent jamais à vaincre les élèves de Shuriken School, qui sont bien plus entraînés qu'eux puisqu'ils ne passent pas leur temps à détester une autre école. À la place, ils feront en sorte d'aider leurs prochains, de résoudre les problèmes de l'école ou bien tout simplement suivre les cours. La particularité du dessin animé est son animation, avec des expressions fortes et exagérées qu'on voit souvent dans les animés japonais. Et si pour vous il s'agit que d'un simple dessin animé qui passait sur Gulli, il faut savoir qu'il a eu un énorme succès. Il a été déployé sous de nombreuses formes comme des DVD, des livres et des jeux vidéo. Sa
diffusion a été mondiale grâce à Jetix, qui a obtenu les droits en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Shuriken School a même eu le droit à un film de 75 minutes. Ce film raconte le début des vacances pour les élèves de Shuriken School. Ils vont enfin pouvoir se reposer après l'obtention de leur diplôme. Malheureusement, ça démarre mal pour Aizen. Non seulement son père se fait kidnapper par des ninjas, mais en plus il apprend qu'il n'a pas eu son diplôme. Il ne pourra donc pas revenir à la Shuriken School pour la rentrée prochaine. Mais s'il ne l'a pas eu, ce n'est pas parce qu'il a raté. Au contraire, c'est plutôt la faute d'un de ses ancêtres. Il était propriétaire du Shuriken de Jade, un outil puissant convoité par plusieurs clans. Mais après une grande bataille, il perdit l'objet. On lui a interdit d'exercer les arts ninja ainsi qu'à la totalité de sa descendance. C'est pour cette raison que la famille Kaburagi réalise des boulettes de riz de père en fils. Le seul moyen de briser cette punition est de retrouver le Shuriken de Jade, qui est aussi recherché par les ninjas qui ont kidnappé le père d'Aizen. Mais le seul indice qu'il possède est cette ancienne flûte. Les trois amis demandent alors de l'aide à Pig, qui est spécialiste en musique. Grâce à lui, ils découvrent que la flûte mène vers une pièce secrète réservée à la famille d'Aizen. C'est là qu'ils trouvent des parchemins racontant qu'en réalité, son ancêtre n'avait pas perdu le Shuriken de Jade. Il l'avait plutôt confié à Madame Pig après avoir vu les cruautés dont étaient capables les ninjas. Et même si lui et sa famille ont été interdits de pratiquer, il a au moins pu mettre fin à une guerre. Malheureusement, avant de pouvoir comprendre la suite, ils se sont fait attaquer et voler les parchemins. Mais ils avaient un avantage, car Aizen s'est rappelé d'une musique que son père lui chantait quand il était petit. Et grâce à ça, il découvre enfin où se trouve le Shuriken de Jade. Le Shuriken de Jade! Il ramène alors immédiatement le Shuriken au principal sensei et le conseil leva la punition sur la famille Kaburagi. Ce film permet de développer beaucoup plus l'histoire d'Aizen et surtout le lore de Shuriken School. On y voit beaucoup de personnages inédits et l'animation est beaucoup plus travaillée. Ce que j'aimais surtout avec ce dessin animé, c'est qu'en rentrant de l'école, j'étais sûr de le retrouver à la télé. C'était vraiment l'une des stars de la chaîne Gulli. Mais comme beaucoup d'autres, il a fini par disparaître pour laisser place à de nouveaux programmes. Je ne me souviens même plus de la dernière fois que j'ai vu Atomic Betty ou Shuriken School à la télé. Mais heureusement, je suis là pour vous rappeler qu'ils ont bel et bien existé. Alors si vous voulez d'autres épisodes comme celui-ci, pensez à vous abonner et à me dire en commentaire les prochains dessins animés que vous voulez voir dont vous vous en souvenez.